Idriss Shah a dit « Si vous abandonnez vos attentes, vous verrez beaucoup mieux ce que vous avez vraiment obtenu. » Dans la vie, tout ne va pas forcément dans la direction que l'on souhaitait. Mais un proverbe arabe dit aussi « Si tu veux détruire quelqu'un, réalise absolument tous ses vœux. » Et on sait ô combien, pour des personnes physiques comme pour des personnes morales, voire même des nations, cet adage a été vérifié. Je pense notamment à Mike Tyson, dont tous les désirs physiques ont été réalisés quand il est devenu une superstar après 88, et tout cela bien sûr n'a fait que le détruire. En géopolitique, ça peut être la même chose. Quand un État obtient ce qu'il désirait le plus, c'est souvent le début de son déclin, et l'Empire romain a été une très belle illustration de tout cela. Cependant, les temps changent. Et pourquoi j'ai cité Idriss Shah ? Parce que dans la plupart de mes vidéos, je vous souligne que les temps changent, mais peut-être d'une façon décevante, peut-être d'une façon anxiogène, et je m'en excuse. Souvent, la géopolitique a des facettes qui nous déplaisent, mais on ne devrait pas non plus oublier les opportunités qui se créent même au XXIe siècle. Alors, j'ai relevé deux choses qui me semblent très importantes dans l'évolution géopolitique du monde, que ce soit dans l'aspect culturel ou dans l'aspect donc purement commercial et même militaire. Dans l'aspect culturel, ça n'a pas été amené par suffisamment de journaux, et je trouve que c'est quelque chose de remarquablement important que vous devez connaître. Les Émirats Arabes Unis ont construit à Abu Dhabi la maison de la famille abrahamique. Alors évidemment, si vous êtes cynique et que vous êtes pessimiste, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore du syncrétisme, c'est encore un des signes de la fin des temps, puisqu'après tout, dans l'eschatologie musulmane, à la fin des temps, on aura des faux messies et on aura tout un tas de signes bien prédits de cette période eschatologique pour les musulmans. Mais bon, les Émirats ont construit quelque chose qu'il me semble être nécessaire de saluer, même si je ne suis pas dans leur secret et je ne peux pas connaître les intentions des uns et des autres. Mais la maison de la famille abrahamique, ça veut dire qu'ils ont construit 3 bâtiments. À Abu Dhabi, bien sûr, pas à Dubaï, vous comprenez aisément pourquoi. 3 bâtiments dont un est une synagogue, l'autre est une mosquée et un autre est une église œcuménique, donc pour toutes les dénominations chrétiennes, aussi bien les orthodoxes que les différents mouvements de l'église réformée, que le catholicisme, les druzes, etc., les maronites. Vous avez donc une église pour les chrétiens, un temple, on va le présenter comme ça, un temple pour les chrétiens, un temple pour les juifs et une mosquée pour les musulmans. Et c'est la famille abrahamique. Ça, c'est un point très important, à mon sens, sur le plan géopolitique. Et ça n'a pas du tout été assez souligné dans la presse. Je vais même vous dire, même sur Wikipédia, vous trouvez quasiment rien là-dessus, et pourtant, c'est quelque chose que je juge tout à fait historique et sur lequel je vais donc revenir dans cette vidéo. Une autre dimension, bien sûr, c'est la Chine qui commence à négocier et à régler des conflits entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Alors là, c'est du sérieux. La Chine, c'est le premier importateur d'hydrocarbures au monde. Elle a une soif d'hydrocarbures absolument majeure. Rappelons que pendant que l'Occident veut se suicider, veut faire des villes de 15 minutes, veut interdire les vols en avion, l'Inde commande littéralement des centaines d'Airbus. Et la Chine donc continue son développement et sa croissance, tout en sachant bien sûr que la Chine, qui est parvenue à faire une sorte de synthèse pragmatique entre le socialisme et le capitalisme, aussi bizarre que ça puisse paraître, eh bien va être obligée au XXIe siècle de faire la synthèse aussi entre la croissance et le développement durable, à savoir faire une croissance polienne, c'est-à-dire une croissance où les humains absorbent leur empreinte passée, où les humains consomment des déchets. Je vous rappelle la définition d'une croissance polienne. Quand vous demandez à un enfant de vous dessiner une usine, il vous dessine des toits pointus et une cheminée qui crache de la fumée. La croissance polienne, c'est quand la cheminée absorbe la fumée, c'est quand la croissance n'est pas zéro déchet. Ça, c'est ce que la décroissance pourrait peut-être amener dans 20 ans. Non, dans la croissance polienne, on absorbe les déchets tout de suite. On va chercher les déchets dans le Pacifique, on va fixer les toluènes dans les rivières, on utilise tous les déchets à notre disposition, même les déchets nucléaires, et on les consomme, on les transforme, plutôt que d'envisager un utopique zéro déchet par décroissance dans 20 ans. Non, là c'est tout de suite le problème, et c'est tout de suite qu'il faut utiliser les déchets comme des ressources. Eh bien la Chine est absolument
obligée d'aller dans cette voie parce qu'elle sait que d'une part elle a un contrat social basé sur 4% de croissance et que d'autre part si jamais on a des villes du cancer et qu'on continue à avoir des villes aussi comme à Shanghai où on peut pas voir en hiver à plus de 10 mètres, eh bien les prochaines révolutions sont là. Donc la Chine en tout cas est en train de projeter sa diplomatie et a négocié un deal entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. C'est tout à fait historique. Elle s'est portée garante dans ce deal. C'est vraiment remarquable parce que les États-Unis ont essayé de contrôler les routes de la soie, donc les routes des hydrocarbures aujourd'hui, parce qu'évidemment c'est plus la soie qui est stratégique, mais les routes de la soie ont été pendant plus de 2400 ans colonne vertébrale du commerce mondial, par lesquelles d'ailleurs des bouddhistes sont allés jusque dans la Grèce antique, c'est tout à fait remarquable. On a donc aujourd'hui un déploiement de force des Chinois après que les États-Unis aient complètement merdé, parce qu'on peut pas dire les choses autrement. Leur action en Irak et leur action en Afghanistan a été un échec, et justement parce que il y a ce stoïcisme d'État, c'est-à-dire cette notion que les États ne devraient pas essayer d'assouvir leurs souhaits, d'assouvir leurs désirs, de la même façon que Marc Aurèle nous a bien enseigné que quand on exauce les désirs d'un individu, on peut le détruire, et bien quand on exauce les désirs d'un État, on peut le détruire aussi. Dans leur hubris, dans leur arrogance post-fin de guerre froide, c'est-à-dire en particulier de 91 jusqu'à 2011, et on pourrait dire même 30 ans, 91-2021, parce que 2021 c'est la sortie des États-Unis d'Afghanistan. De 91 à 2021, les États-Unis ont eu à peu près tout ce qu'ils voulaient, que ce soit la guerre en Yougoslavie, les 2 guerres en Irak, et tout ce qu'ils voulaient les a détruits, a sapé leur présence à l'étranger et leur prestige et leur standing. Et même Peter Thiel, cofondateur de PayPal et Trumpiste, avait dit au lieu d'aller sur Mars, nous sommes allés en Irak. C'était une erreur, il avait tout à fait raison. Et face à ce déclin de l'autorité américaine en Mésopotamie, on a aujourd'hui la Chine qui est en train donc de négocier des deals entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. C'est une autre raison, selon moi, pour laquelle les États-Unis pourraient être très très vivement tentés d'aller essayer de provoquer un coup d'État en Arabie Saoudite, parce que c'est quelque chose d'historique de donner à la Chine ce poids diplomatique très particulier, d'aller négocier une normalisation des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Sans parler bien sûr des conséquences, à savoir peut-être la fin de la guerre au Yémen, ce qui serait tout à fait merveilleux, vous l'imaginez bien. Et il faut savoir que l'Arabie Saoudite et l'Iran avaient d'assez bonnes relations du temps du Shah d'Iran, même si géopolitiquement ça reste 2 grandes puissances dans la région qui vont donc forcément avoir une confrontation hégémonique tôt ou tard, mais c'est bien sûr depuis la révolution iranienne que les relations n'ont fait qu'empirer, parce que là l'hégémonie était aussi culturelle et on avait un choc entre d'un côté le wahhabisme saoudien et de l'autre bien sûr la vision des ayatollahs qui sont chiites par ailleurs, mais qui ont aussi une autre vision de l'Oumma, c'est-à-dire de la communauté des musulmans dans le monde, et puis aussi une autre vision de leur déploiement, de leurs aires d'influence respectives, une autre vision aussi de leur supériorité culturelle. Les Iraniens, les Perses, aiment à penser qu'ils ont une supériorité culturelle historique sur les Arabes, puisque leur civilisation date des Mésopotamiens, des Sumériens, des Assyriens, et bien sûr des Perses et des Babyloniens, et des Parthes ensuite, et des Sassanides. Donc c'est toutes ces grandes civilisations qui se sont succédées, et pour eux, évidemment, l'Arabie Saoudite a une civilisation très inférieure. Mais bon, tout ça a l'air d'être dépassé aujourd'hui, et la présence diplomatique chinoise dans la région est un facteur tout à fait nouveau, avec des perspectives de paix très intéressantes, même si je ne verse pas dans l'angélisme, et que je ne cherche pas à vous dire que tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Cependant, de grandes opportunités s'ouvrent. Les Chinois ont eu de bonnes relations avec les musulmans jusqu'à il y a une quinzaine d'années. Zheng He, le grand amiral chinois, était musulman. L'amiral Eunuch, c'était le Christophe Colomb chinois. Il avait créé une flotte absolument remarquable. Et par la suite, les Chinois ont décidé d'aller dans l'isolationnisme. Les Chinois ont eu peu de conflits avec les musulmans, même s'il y en a eu de très notables, notamment des révoltes de minorités musulmanes, mais minorités à la chinoise, c'est-à-dire tout de même des dizaines de millions d'individus. Et puis dernièrement, avec le Xinjiang qui compte 30% des réserves de pétrole chinoises et une influence américaine réelle, en passant notamment par Rebia Kadir. Et vous avez pu voir cette influence américaine parce que des porte-voix traditionnels de l'influence américaine en Europe ont parlé évidemment de ce conflit. Je pense à des gens comme Glucksmann ou d'autres, mais qui sont dans leur rôle, qui font de l'influence américaine. Je vais pas leur jeter la pierre, ils ont choisi leur camp, c'est quelque chose d'assez transparent. Il est vrai que depuis 20 ans, les relations entre la Chine et le monde musulman s'étaient considérablement tendues. La Turquie, notamment, avait fait valoir
que les Ouïghours, qui sont turcophones, bien font partie de sa communauté, puisque les Ottomans viennent de cette région au départ, se sont installés sur le Tar en Anatolie, et donc ça avait tendu les relations sur les routes de la soie. La Chine est parfaitement consciente de ça, et elle a développé son soft power dans la région. Aujourd'hui, on dirait bien sûr wait and see, ne soyons pas trop angéliques, mais c'est une opportunité intéressante. L'autre aspect est donc cette fameuse maison d'Abraham, et c'est quelque chose que je ne pourrais pas développer totalement dans cette vidéo, mais sur lequel je veux attirer votre attention géopolitique, c'est l'orientalisation d'Israël. Ça, on pourrait écrire des thèses entières dessus. C'est un mouvement profond, un mouvement tectonique, on vous dirait en géopolitique. Israël est en train de s'orientaliser. Ça peut créer des opportunités absolument colossales en géopolitique au Moyen-Orient. Mais encore une fois, il ne faut pas être bisounours quand on analyse ce phénomène. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Israël est en train de s'orientaliser ? Il faut comprendre qu'Israël a toujours été une puissance occidentale au Moyen-Orient, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan géopolitique, les alliances, mais ça va dans le détail jusqu'à, par exemple, la Coupe d'Europe. Israël joue dans la Coupe d'Europe. Israël n'est pas une puissance européenne, mais joue dans la Coupe d'Europe, parce que Israël a toujours été une puissance occidentale au Moyen-Orient. Et je vais même aller encore plus loin. C'est sociologique, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu un seul chef d'État en Israël séfarade. C'est un point très important. Le judaïsme oriental, alors je sais que quand on regarde la carte, l'Afrique du Nord est plus occidentale que l'Ukraine par exemple. Mais vous savez bien que culturellement, les Ashkénazes se considèrent comme beaucoup plus occidentaux que les séfarades. Vous n'avez pas eu un chef d'État séfarade dans toute l'histoire d'Israël. Il y en a eu un qui était peut-être un petit peu oriental, à savoir Moshe Katsav, et il a été dégagé de la politique très rapidement. Donc c'est un point absolument important, que l'identité même d'Israël est une identité occidentale, entre guillemets. Et ces notions, évidemment, sont très relatives dans le sens où la Russie, par exemple, se pense comme occidentale, mais son symbole ancien, c'est l'aigle à deux têtes, tourné à la fois vers l'Orient et l'Occident. Cependant, la Russie a adopté la religion orthodoxe. La religion orthodoxe, c'était normalement l'Empire romain d'Orient. Donc là aussi, toujours relatif, qu'est-ce qui est oriental, qu'est-ce qui est occidental, mais la Russie se veut occidentale. Et en fait, les Américains font tout pour l'orientaliser. Brzezinski a écrit dans Le Grand Échiquier, la Russie sans l'Ukraine cesse d'être une puissance occidentale. Donc les Américains font tout pour orientaliser la Russie en se disant que ça va l'affaiblir. Alors qu'en réalité, notamment dans les transactions pétrolières entre la Russie et l'Inde, et bien sûr le rapprochement géopolitique entre la Russie et la Chine, l'orientalisation de la Russie lui a plutôt réussi, même si c'est ce que voulaient les États-Unis. Culturellement, la Russie continue à se voir comme un bastion des vraies valeurs occidentales. Elle continue à se voir comme la troisième Rome. La première Rome, c'était bien sûr Rome tout court, ensuite c'était Byzance, et ensuite c'était Moscou, dans le sens où les Russes, le peuple qui a fondé plus tard la Russie, se voyaient donc comme la troisième Rome, notamment en barrage aux envahisseurs orientaux, que ce soit les Mongols ou les peuples cosaques, les Turkmènes musulmans. Donc l'orientalisation d'Israël, ça veut dire que Israël se rend compte au XXIe siècle que les partenaires qui vont être nécessaires à sa survie sont des pays arabes, comme les Émirats Arabes Unis par exemple, mais aussi comme l'Arabie Saoudite, ou aussi comme l'Égypte, qui aujourd'hui a des relations beaucoup moins conflictuelles avec Israël. Et Israël est en train de se rendre compte qu'au XXIe siècle, il va y avoir un shift, comme on dit, une redistribution des cartes vers l'Orient. Donc on a une orientalisation d'Israël. Et la construction de cette maison d'Abraham procède de cette orientalisation absolument sans précédent dans l'histoire, je tiens à le rappeler. Quand je dis sans précédent, c'est que si Israël a été vu comme une puissance occidentale dans son histoire, c'est mérité. C'est-à-dire que par exemple dans la crise de Suez, qu'est-ce qui a fondé le conflit israélo-arabe? Et même le conflit israélo-arabe, vous savez que le terme est déjà polémique. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la vision de conflit israélo-palestinien, et de l'autre la vision de conflit israélo-arabe, qui est bien sûr la vision israélienne, c'est-à-dire que tous les pays arabes sont potentiellement des ennemis, comme ce fut le cas dans la guerre des 6 jours ou autres, même si c'était pas tous les pays arabes qui y ont pris part. Mais dans le conflit de Suez, Israël était totalement aligné sur les puissances françaises et anglaises, donc coloniales, notamment avec le traité secret de Sèvres, le protocole de Sèvres, qui confirmait le caractère totalement occidental d'Israël. Le programme nucléaire israélien venait de la France, de la 4e République, même si De Gaulle a tout fait pour le freiner. Et ensuite, ce programme nucléaire est aussi passé par des contacts
contact avec l'Afrique du Sud. Donc, dans la décolonisation, Israël a eu une identité qui était proche des puissances occidentales, bien entendu. D'autant plus que, même si au départ le premier parti sioniste était trotskiste, ça c'est un point qu'on oublie totalement, le premier pays à reconnaître Israël, c'est l'Union soviétique, parce que Staline se dit que ça va lui permettre de se débarrasser de tous les trotskistes, parce que les juifs du RSS étaient majoritairement trotskistes, donc Staline se dit qu'il va pouvoir s'en débarrasser d'une part et avoir un porte-avions pro-soviétique, en tout cas anti-impérialiste, au Moyen-Orient. Le premier parti sioniste, son logo était la faucille et le marteau. Les kibbutzim étaient en fait des kolkhozes, concrètement. Et les juifs américains, eux, n'avaient aucune envie d'aller cultiver des tomates et des salades dans le désert. Les juifs new-yorkais, vous alliez pas leur vendre que l'avenir était d'aller faire des kibbutzim dans le désert du Negev. C'est tout un protocole diplomatique américain qui a permis d'américaniser Israël, mais c'était pas du tout une évidence à sa fondation. Mais c'est vraiment la crise de Suez qui a fixé, bloqué le fait qu'Israël ne pourrait jamais être pro-oriental. C'est évidemment ça qui a déterminé très majoritairement les données géopolitiques du conflit dans la région. Donc si on a un État d'Israël qui décide de s'orientaliser, je dis évidemment pas que la paix va tomber du ciel, parce qu'il faut absolument pas croire ça une seule seconde, mais on a une redistribution complète des cartes dans la région qu'à mon sens aucun géopolitologue ne peut anticiper aujourd'hui, et très certainement pas moi pour commencer. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les cartes sont en train d'être totalement rebattu dans la région par cette orientalisation d'Israël. Et si on essaie de faire rentrer la dimension religieuse, eschatologique dans l'équation, il ne faut pas oublier d'une part, et ça les Émiratis le savent pertinemment, que pour les musulmans, la Kaaba a été fondée par Abraham. Ça c'est un point très important. Pour les musulmans, la Kaaba, le saint des saints musulmans, le plus haut lieu de l'islam, a été fondé par Abraham et par Ismaël. Et la séparation, bien sûr, dans les religions sémites, entre judaïsme et islam, c'est Isaac pour les juifs et Ismaël pour les musulmans. Donc la Kaaba est un sanctuaire fondé par Abraham. Ça, c'est un point important. Les juifs ne reconnaissent pas forcément cela. Vous avez des rabbins qui le pensent, vous en avez d'autres qui ne le pensent pas. C'est un débat, c'est polémique dans le judaïsme. Mais dans l'islam, la Kaaba a été fondée par Abraham. Ça, c'est un premier point. Ensuite, vous avez deux prières qui sont tout à fait identiques dans le judaïsme et dans l'islam. À savoir, la prière qui est considérée comme un tiers du Coran pour les musulmans, Qul Allahu Ahad, dit Dieu est un, dit Dieu est unique, Dieu est un. Donc ça commence par Qul, dit. Pour les juifs, c'est Shema. Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Donc écoute Israël, Dieu Adonai est ton Dieu et Adonai est unique, Echad. Et en arabe, donc, c'est Ahed. Ça, c'est un point très important aussi. Pourquoi je le mentionne ? Parce que je suis en contact avec beaucoup de personnes qui sont très insatisfaites de ce qui se passe en Israël dernièrement et qui sont juives. Je pense notamment à Efrat Phoenixson et au docteur Eli David, dont je vous encourage vraiment à suivre le compte Twitter, et qui considère que l'occidentalisation d'Israël l'a mené dans cette voie suicidaire, en fait, parce qu'il faut... Pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est que l'Occident a malheureusement des pulsions suicidaires répétées. Et on le voit dans l'histoire. C'est-à-dire que le monde occidental, depuis l'Europe, moins aux États-Unis sur leur territoire, même si on sait que la kryptonite des États-Unis, c'est la guerre civile, c'est le truc qu'ils craignent le plus, et la guerre civile est encore aujourd'hui le conflit qui a fait le plus de morts chez eux, mais l'Europe, par exemple, est le continent le plus suicidaire de l'histoire. Point. C'est le continent qui a entraîné le monde le plus souvent, le plus régulièrement, dans des bouffées suicidaires, et la Première Guerre mondiale est un exemple marquant de cela, parce qu'elle a servi absolument à rien, elle avait aucun enjeu géopolitique insoluble, contrairement à la deuxième, où là, pour le coup, c'était pas possible de l'éviter, mais pour la Première Guerre mondiale, il y avait plein de façons de l'éviter, et l'Europe a quand même décidé, sciemment, consciemment, d'entrer dedans et de déclencher la Deuxième Guerre mondiale, les guerres de décolonisation, la guerre froide, etc., qui toutes découlent, et même les guerres au Moyen-Orient, puisque les guerres au Moyen-Orient découlent des accords de Sykes-Picot, découlent des concessions dans la région et des répartitions des frontières entre les empires coloniaux, notamment britanniques et français. Mais donc, certains penseurs, comme Efrat Phoenixson, comme Eli David, pensent que Israël est en train d'entrer dans des bouffées suicidaires. Alors certes, pour eux, c'est bien davantage concernant la gestion sanitaire. C'est bien davantage concernant le fait de faire 5 doses de l'injectable Pfizer, et surtout de prendre des conseils auprès de personnes comme Harari, qui sont ouvertement athées,
ce qui va nécessairement poser un problème si Israël se définit comme un État juif, ou en tout cas hébreu, et d'ailleurs c'est une grande différence, hein, hébreu et juif, c'est-à-dire vous avez soit une conception spirituelle, soit une conception biologique. Ça veut dire que vous pouvez envisager que l'athéisme soit possible même à l'échelle constitutionnelle, même si Israël n'a pas de constitution. Mais pour des gens comme Phénixson et David, eh bien, vous avez une sorte de tentation suicidaire, pour ne pas dire d'autres mots que suicidaire, mais une tentation totalement opposée à l'identité même qui est normalement Adonai est ton Elohim, est ton Dieu, et Adonai est un. Et vous avez quand même un problème si la prière la plus importante culturellement est « écoute Adonai est ton Dieu », d'avoir des conseillers athées qui vous disent que l'humain est accable, qui vous disent que la vie n'a pas de sens, qui vous disent qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Ça, avec bien sûr la soumission à 5 doses et la soumission à d'autres visions, en réalité aussi bien de la société que de la biologie, et c'est pas seulement d'ailleurs Eli David et Efrat Phénixson, mais c'est aussi Zev Zelenko, sauf que Zev Zelenko est mort maintenant. Mais vous avez donc des penseurs qui disent, qui considèrent qu'Israël peut être tenté par une bouffée suicidaire. Et je vais être très honnête, je partage l'essentiel de leurs pensées. Et que l'avenir d'Israël serait à une orientalisation, ce qui ouvrirait bien sûr les portes d'une nouvelle forme de négociation. Mais encore une fois, c'est pas dans une vidéo de moins de 30 minutes qu'on peut envisager tout ça. Il y a encore tout un tas de problèmes non résolus dans la région. Ce sont des quarts de prix Nobel, comme disent les guignols de l'info, qui n'ont pas pu résoudre le problème dans la région. Mais on va avoir une redistribution des cartes. Et en conclusion, je voudrais rappeler tout de même qu'on a eu des conflits d'ordre religieux et territoriaux, comme le conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien, selon comment vous le considérez, même si beaucoup moins religieux qu'on le croit, et je parle du conflit irlandais. Les Troubles, on les appelle comme ça dans l'histoire du conflit irlandais, relèvent d'un passé, d'une histoire en Irlande qui est absolument marquante. Ça va de la famine irlandaise, hein, qui a été créée notamment par la puissance britannique, et donc les Irlandais en avaient, sans mauvais jeu de mots, gros sur la patate, ça c'est dit. Et puis bien sûr dans les Troubles, bon, le dimanche sanglant, ça a été une guerre particulièrement brutale. Et puis, je vais pas dire du jour au lendemain, mais à partir de 1998, la situation s'est normalisée. Et aujourd'hui, même s'il y a encore des tensions, elles sont ridicules par rapport aux tensions qui sont allées de 68 à 98. Pendant 30 ans, l'Irlande et l'Ulster, c'était une catastrophe et c'était un carnage. Et puis les cartes ont été rebattues et on a une situation qui s'est très largement normalisée, pas d'angélisme encore une fois, mais très largement normalisée. Eh bien, la redistribution des cartes aujourd'hui dans l'orientalisation, et je parle pas de la diplomatie israélienne, je parle de l'identité même du pays, c'est complètement différent. Cette redistribution des cartes peut ouvrir des opportunités comme la fin de la guerre froide avait ouvert des opportunités qui n'ont pas été exploitées de 91 à 97. Et ça, faudrait en parler dans une autre vidéo. Mais de 91 à 97, la fin de la guerre froide, la normalisation de la situation en Afrique du Sud avait ouvert des opportunités diplomatiques qui n'ont pas pu être suivies, notamment par l'assassinat d'Yitzhak Rabin, mais des opportunités avaient été ouvertes. Simplement, 30 ans plus tard, de nouvelles opportunités vont être ouvertes. Et si la Chine est intelligente, c'est là-dessus que je veux conclure, si la Chine et la Russie sont intelligentes, parce que la situation entre la Russie et Israël est très très spéciale aussi, dans le sens où Israël reste totalement neutre dans le conflit en Ukraine pour des raisons que vous pouvez tout à fait imaginer, mais que la presse actuelle ne veut pas trop aborder. Mais la situation entre la Russie et Israël est très particulière et elle permet à la Russie demain d'être aussi un très grand acteur dans la diplomatie régionale avec la Chine. Si demain, la Chine et la Russie obtenaient de nouveaux accords, c'est-à-dire si la Chine utilisait la normalisation des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite comme marchepied diplomatique pour s'imposer dans la région, ce serait une catastrophe pour l'hégémonie américaine et ça marquerait, mais alors totalement, un nouveau siècle asiatique dans lequel Israël, mais pas seulement, d'autres puissances comme évidemment les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite ou d'autres, assumeraient totalement leur appartenance au continent asiatique.